Nouveau débat concernant le canton de Saint-Chély-d'Apcher. Cette rencontre sera animée par Jean-Claude Astruc, journaliste à la Lozère Nouvelle, en compagnie de Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. Jean-Claude Astruc étant journaliste à Radio Eau-Vive Lozère, j'ai fait une petite erreur. Donc Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, et la mise en image, puisque vous pourrez consulter ce débat, cette rencontre sur Internet, cette mise en image est signée Patrick Biancone, qui lui aussi est journaliste à la Lozère Nouvelle. Quant à la mise en onde, en ce qui concerne Radio Eau-Vive Lozère, elle est assurée par Jean-François Clavel. Jean-Claude, nous partons donc dans ce canton de Saint-Chély-d'Apcher. Quelles sont les communes et quels sont les candidats? Nouveau canton, nouveau découpage, avec 6 communes qui composent ce canton de Saint-Chély-d'Apcher: Albarré-Sainte-Marie, Blavignac, Prunières, Rimeise, Saint-Chély-d'Apcher et Saint-Pierre-le-Vieux. Il y a 4 listes qui vont solliciter les suffrages des électeurs. Toutes les 4 sont représentées aujourd'hui pour ce débat. Tout d'abord, Monsieur Pierre Lafont. Monsieur Lafont, bonjour. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Ghislaine Bourgeois, et vos remplaçants, Messonnier Catherine et Arnaud Cédric. Arnal Cédric. Et votre étiquette d'hiver droite, si vous voulez. Également à vos côtés, Jean-Francis Étienne. Bonjour Monsieur Étienne. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Sophie Pain, et vos remplaçants, il s'agit de Vivares Thierry et Ligné Doris. Et votre étiquette est Front National. Bien entendu. Également à vos côtés, Monsieur Michel Théron. Monsieur Théron, bonjour. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Christine Hugon. Vos remplaçants, Mourgue Claude et Jimenez Étienne. Votre étiquette d'hiver droite. Je suis président départemental de l'Yvelines. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on termine avec Monsieur Parent qui est à mes côtés également, Christian Parent. Monsieur Parent, bonjour. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Delphine Petit, vos remplaçants Farge Alain et Alanche Michel, et vous êtes Front de Gauche. Tout à fait. Alors Michel Théron, donc vous êtes maire d'Albarré-Sainte-Marie. Il y a eu une rencontre, je crois, entre l'UDI et le REPR. L'UDI a revendiqué un canton. Tout à fait. C'était donc celui de Saint-Chély-d'Apcher où vous êtes candidat. J'avais demandé qu'il y ait un canton réservé à l'UDI, ce qui n'a pas été le cas, donc j'ai fait un choix personnel. D'accord. Vous savez que Saint-Chély-d'Apcher hier a fait la une de TF1, avec dans le journal, il y a eu un reportage concernant l'histoire de Mur. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ça, comme réflexion? D'abord, c'est une affaire communale, qui ne me regarde pas. J'ai ma petite idée, mais je pense que ce n'est pas à moi de l'exprimer aujourd'hui. Vous ne voulez pas parler de ce sujet? Pas du tout. D'accord. Très bien. Bon, Monsieur Étienne, donc vous êtes candidat du Front National. Vous n'habitez pas du tout dans ce canton. Et ça ne vous empêche pas d'être candidat? Non, je suis depuis 40 ans à Lozère. Je fréquente la Lozère depuis 70 ans. Donc c'est un département qui m'est cher. Oui. On m'a désigné pour le canton de Saint-Chély. J'ai accepté avec plaisir parce que c'est un canton très intéressant pour moi, qui suis d'origine technique et industrielle, et donc c'est le seul canton industriel du département. Voilà. D'accord. Monsieur Parent, donc candidat du Front de Gauche. Le Front de Gauche est présent dans tous les cantons, et vous représentez le Front de Gauche dans ce canton de Saint-Chély. Tout à fait. Nous avons fait un programme Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, le PC, et l'association des Lozère Nous y tenons. Voilà. Je suis donc candidat sur le canton de Saint-Chély, conseiller municipal à Saint-Chély, et je m'attacherai surtout à dire que le bassin de vie de Saint-Chély est d'une importance capitale pour le département, et c'est là mon engagement. D'accord. Pierre Lafont, donc vous êtes conseiller général sortant de Saint-Chély, maire de Saint-Chély-d'Apcher, donc vous vous présentez sous la bannière de la majorité départementale. Oui. Vous êtes président de l'UMP. Oui. On m'a dit que vous n'aviez pas sollicité l'investiture de l'UMP. Est-ce que c'est exact? Je ne l'ai pas sollicité parce que ma liste est plurielle. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où vous présentez à l'équipe, vous respectez toutes les tendances. Et à partir du moment où ma liste est plurielle, donc je ne l'ai pas sollicité. Donc hier, il y a eu ce reportage sur TF1. Comment avez-vous réagi? Bien écoutez, cette affaire est couverte par le secret de l'instruction.
Dans une procédure administrative, vous croyez qu'il y a le secret d'instruction? Ah, tout à fait. Et donc, je prends un avocat, vous le comprenez, et je ne suis pas avocat moi-même, et à partir de là, je dis que l'affaire est couverte par le secret d'instruction. Il n'empêche pas de dire que, de toute façon, monsieur le Lion d'Or avait demandé l'annulation du permis de construire, ce qui a été rejeté par le tribunal, et donc le permis de construire est bien validé, n'est-ce pas? Donc pas question de toucher à ce mur. Ben non, la justice va passer, nous verrons bien. Mais pour le moment, à partir du moment où l'expertise n'est pas achevée, l'expert avait fourni un rapport qui devait être définitif le 31 décembre, mais il a été indiqué par le tribunal que le contradictoire n'avait pas été fait. À partir de là, ce rapport définitif, qui était définitif, ne l'est plus. C'est un pré-rapport et il deviendra définitif lorsque le sapiteur sera passé, puisqu'il y a un sapiteur qui doit passer le 17 mars. Donc on est dans une procédure, des frais d'avocat. Finalement, ce sont les contribuables du côté de la commune qui feront peu les frais, qui vont payer. Quoi. Non, la commune, les avocats, ils sont chers les avocats. Mais j'ai un avocat, comment dirais-je, toute l'année. La commune de Saint-Chély, si vous voulez, un avocat toute l'année. Et nous avons au conseil municipal voté l'autre jour une décision qui consiste à payer notre avocat comme nous le faisons tous les ans depuis des années durant. Vous avez prévu une certaine somme pour les frais de procédure enfin, vous avez... Mais elle sera... Elle est de combien? Ah non, mais on n'a rien prévu du tout. Parce que bon. Non, là, vous allez trop vite en besogne, monsieur. Un accord à l'amiable ne serait pas préférable qu'une procédure mais qui j'ai coûte cher? été assigné au tribunal. Moi, je ne sais pas si le Lion d'Or va en faire une opération financière, mais j'ai été assigné au tribunal. À partir du moment où j'ai été assigné au tribunal, je défends la commune parce que je défends l'argent public. Je suis comptable des deniers publics et je ne peux pas dépenser l'argent du contribuable. Le contribuable, comment dirais-je, l'argent du contribuable est sacré. Rendez-vous compte, c'est l'argent des travailleurs qui travaillent à la sueur de leur front, qui paient les impôts, c'est l'argent des retraités, des petites retraites, et donc vous voulez que je dépense. Chaque euro dépensé doit être un euro utile. Mais fallait-il vraiment édifier ce mur? Parce que hier, si j'ai écouté TF1, ils disent que ce mur n'était pas du tout indispensable. Mais c'est la responsabilité de TF1, et je reste la responsabilité de leurs propos. Il y a un permis de construire qui est validé, et je m'en tiens là. D'accord, très bien, très bien. Bon, donc on va aborder le problème de ces élections cantonales, bon, avec des incertitudes qui pèsent sur les compétences du département, sur le fait qu'on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui sera affecté au département, avec les incertitudes sur l'avenir même de la collectivité départementale. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Monsieur Théron. Ben c'est assez difficile de se présenter à une élection départementale lorsqu'on ne connaît pas les compétences futures, mais on va s'appuyer sur les compétences actuelles qui sont déjà le social, qui sont les routes, les collèges, mais surtout le développement économique. Et c'est mon cheval de bataille parce que je considère que ce canton a un déficit d'attractivité depuis un certain temps. Il suffit de voir depuis 10 ans la comparaison avec le bassin de Saint-Flour, qui se développe de plus en plus vite, et nous, malheureusement, on a une déficience dans ce domaine-là. D'où ça vient? Ben, tout simplement, c'est parce que les structures n'ont pas été mises en place il y a 10 ans. Il y a eu un raté au niveau des élus de la Haute-Lozère, où on a voulu faire des communautés de communes presque cantonales, alors qu'il fallait faire une communauté de la Haute-Lozère immédiatement, où on aurait eu un budget conséquent et on aurait eu les armes pour défendre ce territoire. Monsieur Étienne, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, cette réforme territoriale? Plaît-il? La réforme territoriale Oui. qui est mise en place, le redécoupage cantonal, les incertitudes sur les compétences attribuées au département, Oui, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Je partage l'avis de mon concurrent. On ne sait pas où on va. En France, on ne sait plus où on va. Nous ne sommes plus, il n'y a plus de tête. Nous ne sommes plus dirigés. C'est le chaos le plus total. On découpe, on recoupe, on rattache, on recoupe. On ne sait plus où on a. Donc, il convient de marcher dans une direction claire et précise. Le programme du Front National, dans ce sens, est très clair. Il repose en 12 points. Sur ces 12 points, nous en appliquerons que quelques-uns au niveau départemental, en les réaménageant, en les adaptant à la situation locale. Nous ne connaissons pas du tout les compétences de ce nouvel organisme. Je constate, par exemple, qu'au niveau des communautés de communes, ça ne va pas du tout. On crée encore un empilage, le millefeuille administratif avec des nouvelles structures. Donc nous ne sommes pas du tout partisans de ce système-là.
ce serait plutôt des accords entre 2 ou 3 communes sur des objectifs très précis, en mutualisant les moyens et tout en utilisant le personnel existant, sans aller au-delà. Pour le département, nous sommes très attachés au département, c'est la structure de base, c'est un héritage de la Révolution, ça a été revu par Napoléon, donc il faut garder ce niveau, c'est un niveau humain, où les gens se connaissent, ou peuvent faire connaissance facilement, ils sont au courant des problèmes, et ensuite il faut supprimer les régions et passer directement au niveau État. Voilà un petit peu quelle est notre position. Plus de régions. Plus de régions, c'est pas la peine. C'est un empilage excessif. En plus, les régions telles qu'elles viennent d'être dessinées éloignent encore plus le citoyen du pouvoir. Donc c'est antidémocratique. D'accord. Christian Parent, alors vous aussi, vous êtes pour le maintien du département? Moi aussi, non. Moi je suis pour le maintien d'abord de la proximité avec les citoyens. Le département est une nécessité. Et si je suis à cette élection cantonale, vous comprendrez bien que c'est pour le défendre, le département. Sur les compétences, parce que je réponds à la question sur les compétences, il est complètement absurde qu'une élection se fasse sans connaître exactement les compétences pour lesquelles on va être élu, en sachant que bon, il y a quelques infos qui filtrent dans la presse cette semaine sur les compétences, notamment des collèges qui resteraient, du tourisme. Mais moi, je tiens à faire remarquer quand même qu'autour de cette table, il y a des gens qui gèrent le département depuis plus de 50 ans. Et certains, comme M. Théron, s'étonnent qu'on ne fasse pas assez pour l'économie. Je suis d'accord avec lui, mais quand même, ce sont ses amis qui ont géré ce département et qu'à un moment donné, il faudrait tirer des conclusions. Si la politique qui est menée depuis 50 ans n'est pas suffisante pour l'économie de ce département, je dis aux électeurs, changez de gestionnaire. Voilà ce que je dis. Alors Pierre Lafont, qu'est-ce que ça vous inspire cette Eh bien, M. Gilly, je suis le conseiller général sortant et je suis le président de la commission des finances et des ressources humaines au département. Et donc c'est moi qui tiens les cordons de la bourse, sous l'autorité du président Fourquier, bien évidemment, et je dis que le département va bien. Je dis que ce département a été géré sous l'autorité du président Fourquier par mes soins, avec la précision d'un horloger. Si vous le permettez, outre les mots de proximité et de solidarité, j'ai deux maîtres mots qui sont l'emploi, évidemment c'est le développement économique, et le pouvoir d'achat de mes concitoyens. L'emploi, le développement économique, le département fait ce qu'il faut. Alors peut-être ne fait-il pas assez, peut-être en fera plus, mais nous faisons ce qu'il faut puisque nous subventionnons considérablement les zones d'activité économique, bien évidemment. Nous avons l'Oser Développement sous l'autorité du directeur qui est Sébastien Oziol, qui fait son job, puisque, je vais vous citer un seul exemple, nous travaillons à la revitalisation du canton du Malzieu et nous avons fait venir une entreprise, France Résil, qui a créé de l'emploi et qui travaille bien. Et à partir de là, nous considérons que nous faisons le nécessaire. Également, si vous le permettez, je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, c'est ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous savez qu'à travers la CELO, et je précise que le département est actionnaire à 57% de la CELO, eh bien, la CELO, donc, nous avons construit les bâtiments d'ArcelorMittal, nous avons emprunté 32 millions d'euros, et les banques vous prêtent 32 millions d'euros, que d'autant que vous les cautionnez. Et cette caution a été faite, 1, par la mairie de Saint-Chély-d'Apcher, par la commune de Saint-Chély-d'Apcher, et 2, par le département. Et lorsque j'ai pris la parole à l'Assemblée départementale pour argumenter auprès de mes collègues qu'il fallait cautionner, sous l'autorité encore une fois du président Fourquier, qu'il fallait cautionner donc ces emprunts, nous avons obtenu l'unanimité, moins une abstention. Donc ça veut dire que le département a fait ce qu'il fallait pour le développement économique, et notamment pour ArcelorMittal qui emploie 200 emplois. Mais les dotations sont en baisse, la répartition des fonds de péréquation n'est pas toujours favorable à la Lozère. Mais votre marge de manœuvre du département est de plus en plus réduite quand même. Oui et non à la fois. Oui, parce que les dotations d'État sont révisées à la baisse. Je rappelle qu'en 2014, sur le plan national, l'État a baissé ses dotations de 1,4 milliard. Et en 2015, ça ne sera pas 1,4 milliard, ça sera 3,7 milliard. Ce qui veut dire que pour le département, ça représente grosso modo une somme de 1,3 million. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est révisé quelque peu à la baisse. C'est vrai qu'au niveau des DMTO, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, c'est vrai que là aussi c'est quelque peu révisé à la baisse. Mais il n'empêche que le département, permettez-moi de dire, je ne vais pas citer beaucoup de chiffres, mais le budget c'est 140 millions. Vous avez 100 millions pour le fonctionnement, 40 millions pour l'investissement. Ça veut dire que le tiers du budget est pour l'investissement. Et sur ces 40 millions,
nous prenons 20 millions, à peu près la moitié, pour nos investissements directs, bâtiments, collèges, routes, etc. Et nous affectons 20 millions aux communes et comités de communes, ça veut dire le bloc communal. Ça veut dire que c'est parce que le département aide ces communes et ces comités de communes que nous pouvons, qu'elles peuvent réaliser leurs projets, et ça favorise l'économie lozérienne et ça favorise l'emploi. Alors Michel Thérault, est-ce que vous pensez que le département est bien géré actuellement? D'abord, je vais répondre à M. Parent. Je suis un élu local de la commune d'Albret-Sainte-Marie. Ça fait 26 ans que je suis à la tête de cette collectivité et avec mes petits moyens, j'ai créé 150 emplois. Enfin, pas directement, mais j'ai incité les. J'ai pas eu beaucoup d'aide autour de moi, malheureusement au niveau de la communauté de communes qui aurait dû faire, qui avait la compétence du développement économique et qui malheureusement n'a pas répondu à mes attentes. Au niveau départemental, c'est vrai qu'il y a une gestion saine, mais elle n'est pas volontariste. Elle n'est pas volontariste. Sur Arcelor, et je partage l'avis de M. Lafont, il ne faut pas oublier Jacques Blanc qui a été quand même le fer de lance de cette affaire, mais au niveau des PME, au niveau du commerce de proximité, parce qu'il ne faut pas rêver. La Lozère, c'est 70 000 habitants. On ne fera pas venir Renault ou une grande entreprise. Il faut essayer d'inciter, de faire venir des petites entreprises dans des niches, parce qu'on a la qualité humaine pour y répondre au niveau de l'emploi. Malheureusement, là, le département est un peu frileux. C'est vrai qu'il y a une crise, mais il va falloir qu'on relance la machine, parce que sinon, on subit et on n'agit pas. Donc comment relancer la chose? C'est tout simple. Il faut faire un grand prêt d'emprunt au niveau départemental, recréer autour de Saint-Chély, parce que le pôle principal industriel de la Lozère, c'est Saint-Chély, ça va être le fer de lance, ce qui n'est plus le cas depuis un certain temps. Et il faut être très courageux et très volontariste. Et c'est là qu'il va falloir faire une grande zone industrielle, digne de ce nom, ce qu'on n'a pas. C'est vrai que l'infrastructure autoroutière pose un petit problème, et là je partage l'avis de M. Lafont, il faut à tout prix qu'il y ait cette bretelle complète au nord de Saint-Chély, qui permettra le long de l'ancienne nationale 9, et les 30 hectares qui appartiennent à la collectivité de Saint-Chély deviennent le grand centre d'activité artisanale et industrielle de la Haute-Lozère. Alors M. Etienne, ce département est-il bien géré à l'heure actuelle? Oui, avec une dette énorme et une fiscalité rédhibitoire. Donc nos axes d'effort, si nous accédons aux instances départementales, les principaux axes d'effort vont porter sur l'emploi d'une part et sur la communication d'autre part. Pas la communication avec de belles brochures glacées qu'on vous balance et qui coûtent très cher, la communication, les liaisons au sein du territoire. Donc les routes, le chemin de fer, les transports en commun et le système numérique, pour que les gens puissent communiquer sans bouger de chez eux. Au niveau de l'emploi, donc favoriser les PME essentiellement, parce que les grosses entreprises, il faut s'en méfier. On parle d'ArcelorMittal, oui, mais seulement c'est une entreprise étrangère. Elle est entre les mains des étrangers, qui du jour au lendemain peuvent vous jouer le coup de Florence et le fermer. Non, mais le fait qu'elle dépende d'un groupe étranger, pour vous, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est très dangereux. Hein, nous sommes, vous le savez très bien, les Français d'abord, les capitaux doivent être français pour des investissements en France. Quand c'est les étrangers. La mondialisation. La mondialisation, c'est justement un des points qui est le plus dangereux pour la France. Mondialisation, nous sommes contre. On peut être ouvert sur le monde sans jouer cette mondialisation qui est extrêmement dangereuse pour notre population et pour notre économie. On le voit, la mondialisation a entraîné aussi une immigration complètement désordonnée, hein, les capitaux fichent le camp, les grandes entreprises sont entre les mains des étrangers, donc nous ne sommes plus maîtres chez nous. Oui, mais il y a des entreprises avec des capitaux français qui ferment aussi. Oui, c'est les grosses boîtes qui font ça. Hein, alors que les PME, elles sont bien obligées de rester ici. Or, ces PME, elles sont matraquées. Quand on sait qu'en France, on a un impôt sur les sociétés de 34%, alors qu'en Irlande, il est de 7%, hein, on est découragé. Il y a des petits comment on appelle ça, auto-entrepreneurs qui gagnent 350 € par mois. C'est tout ce qu'ils gagnent. Alors qu'ils ont raclé leur fonds de tiroir, ils ont emprunté dans leur famille, ils ont vidé leur compte en banque, ils ont emprunté aux amis et ils gagnent 350 € par mois. Ça, c'est scandaleux. Monsieur Parent ?
Comment vous réagissez notamment à ces propos-là? Je suis surpris qu'on fasse d'une élection cantonale des orientations politiques nationales qui sont de notre temps. Voilà ce que j'en dis. En ce qui concerne l'économie, on peut se targuer que le département est bien géré. Sauf que les ratios nous disent qu'on a 14% de chômage en plus cette année. Et Monsieur Théron, je regrette que vos amis ne vous aident pas dans l'aspect économique de votre commune, parce que je suis conscient que la gare à Albarré-Sainte-Marie a bougé en économie et qu'il y a des entreprises qui sont implantées, et ça je peux le faire remarquer, c'est vrai. Mais dans la communauté de communes où vous êtes, c'est un ami à la présidence. Et je suis surpris quand même qu'avec tous vos amis, notamment au Conseil général, vous ne puissiez pas vous entendre, parce qu'on le voit là autour de cette table, puisque vous avez une colistière qui est à l'UMP, le maire de Saint-Chy est un ancien secrétaire de l'UMP. J'ai l'impression qu'il y a une guerre entre vous et les citoyens lozériens en pâtissent. Pour l'économie et pour la démographie. Je me permets. Il n'y a pas une guerre avec Pierre Lafont. On n'a pas la même vision peut-être économique, mais on a beaucoup de valeurs en commun. Mais qu'est-ce que c'est qui vous différencie de Pierre Lafont? Moi, je considère que la Lozère, Oui. c'est le développement économique, c'est l'attractivité économique. On peut dire ce qu'on veut, on peut raconter... Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais il va falloir faire une zone franche. Ce qui n'existe pas. Il va falloir sortir, retirer sortir la pénicilline dans ce cas-là. C'est plus des petites retouches les unes aux autres qui vont arranger les choses. Et il faut qu'on se réunisse tous, qu'on s'unisse à travers une grande communauté de communes. Ça, à l'heure actuelle, il y a une petite guerre, c'est vrai, entre les communautés de communes. La Haute-Lozère peut s'en sortir de ce côté-là. C'est pas une histoire politique, là. C'est une histoire d'homme, et si on a la volonté, on y arrivera. D'accord. Pierre Lafont, peut-être très proche politiquement de Michel Théron. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence là? Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est d'entendre des propos où on en indique que la Lozère n'aurait pas un développement économique suffisant. La Lozère, c'est aussi l'agriculture, c'est aussi le très haut débit, c'est aussi le tourisme, c'est pas uniquement le développement économique. Bien sûr, voyez-vous, faire de la politique, pour moi, c'est apporter un progrès social à mes concitoyens. Et le développement économique n'est que le gage de ce progrès social. Avec Michel Théron, vous êtes à peu près d'accord sur l'essentiel, non? Il ne nous a pas échappé qu'il y a l'UMP, qu'il y a l'UDI. Alors qu'il y ait des valeurs communes, c'est possible, mais qu'il y ait des différences aussi. Moi, de toute façon, je suis un homme de rassemblement. Ce qui nous rassemble doit être notre force, nos différences doivent être notre richesse, n'est-ce pas? C'est comme ça que je vois les choses. Mais je voudrais revenir sur le fait de la gestion du département. Lorsque vous interrogez les Lozériens, 80% des Lozériens sont favorables ou très favorables à notre action. Pourquoi voulez-vous que nous changions, que nous agissions autrement? Nous pouvons aller plus loin, plus fort, bien sûr, mais nous devons continuer, comme par le passé, à bien gérer ce département. Lorsque j'entends que ce département, oui, il est bien géré. Albarré-Sainte-Marie, mais nous avons versé à peu près 400 000 euros à la mairie Sainte-Marie, ce qui a généré 1 200 000 euros de travaux. On a versé, mettons, 300 000 euros à peu près à Blavignac, qui a généré 700 000 euros de travaux. C'est des communes, rendez-vous compte... Toutes ces communes ont été bien traitées. Comment? Je dis, toutes ces communes ont été bien traitées. Ont été bien traitées équitablement. Et je ne parle pas encore des communes de la Fache-Saint-Julien, des Bessons, des Montvert, que l'homme a enlevé malheureusement, et je le regrette parce que ça se passait très bien. Mais rendez-vous compte, la Fache-Saint-Julien est très satisfaite des enveloppes qui lui ont été affectées. Il y en a même des Bessons, il y en a même des Montvert. On vient d'entendre Arcelor, groupe étranger, ça peut susciter une inquiétude. Comment vous réagissez? Ah non, pas pour moi, bien sûr que non. Comment voulez-vous que je sois inquiet quand ça amène 200 emplois directs et quand ça amène autres 100 emplois indirects avec le transport, l'emballage et autres? Bien sûr que non. Alors ArcelorMittal, c'est le poumon économique de notre département. Mais je voudrais revenir par exemple sur le très haut débit. Sachez que c'est le département qui est le maître d'ouvrage du très haut débit, où nous investissons 50 millions d'euros. Alors à telle enseigne que nous sommes le premier département, nous sommes très en avance, et que Manuel Valls, lorsqu'il est venu, nous a apporté 14,6 millions d'euros en subvention pour nous encourager et justement nous subventionner par rapport à cet investissement, parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait le très haut débit, la fibre à l'abonné à chacun. Évidemment, il faudra quelques années pour cela, mais déjà nous travaillons pour que, comment dirais-je, tous les chefs-lieux de canton, des anciens cantons, soient
couverts. Nous travaillons pour que chaque commune de plus de 750 habitants soit couverte et les 13 collèges couverts. Ça, c'est justement un investissement important qui prévoit l'avenir parce que dans ce département, non seulement il faut être courageux comme nous le sommes, mais il faut être visionnaire. Alors, dernièrement, il y a eu une manifestation à Saint-Chély-d'Apcher pour la défense de la ligne Béziers-Neussargues. Vous parliez tout à l'heure de ArcelorMittal. C'est une menace pour ArcelorMittal. La ligne Béziers-Neussargues prévoit, si vous voulez, la suppression du TET, ce qu'on appelle le TET, c'est le train d'équilibre du territoire. Prévoit également l'abandon du fret par la voie sud, mais prévoit le maintien par la voie nord. Jusqu'à quand? Ah ben ça, Dieu seul le sait. Jusqu'à quand? Non, mais il y a des menaces sur cette ligne. Mais il y a des menaces, c'est la raison pour laquelle nous nous battons. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous nous battons, et nous étions pratiquement 500 à nous battre pour cette ligne. Et alors ce qui est formidable, c'est que justement, un peu comme le gaullisme, si j'ose dire, comme le métro à 18h, c'est que, quelles que soient les opinions politiques, philosophiques de chacun, nous étions tous rassemblés pour défendre le rail. Mais vous ne croyez pas qu'inexorablement la SNCF progressivement a pour objectif de fermer cette ligne, quelles que soient les résistances locales, l'attitude des élus qui mènent le même combat là-dessus? Eh bien, voyez-vous, l'espoir doit être toujours la dernière chose qui meurt. Et donc, lorsque vous me posez la question, est-ce que vous avez de l'espérance? Bien sûr, j'ai de l'espérance. Et de toute façon, comme je disais, il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que des citadelles mal attaquées, et nous allons justement attaquer le sujet de front. Monsieur Parra, sur ce même thème, vous avez du retard. C'est également vos amis de la CGT qui nous disent que cette ligne va fermer très prochainement. Oui, ils le disent, et je pense qu'ils ont raison. C'est dans les objectifs de la SNCF de fermer cette ligne. Et là-dessus, Pierre Lafont, j'avoue qu'il a toujours été présent pour les manifestations de la ligne et la défense du bassin d'emploi. On ne peut pas lui enlever ça. Mais je voudrais revenir aux orientations justement de la SNCF. La SNCF, sur les départements ruraux comme les nôtres, vous savez, les décisions à Paris, elles sont déjà prises. Il ne faut pas penser que ça ne va pas se faire. Et si on a manifesté samedi ensemble, parce qu'il n'y avait pas que des gens de gauche qui manifestaient, enfin autour de cette table, il y en avait un qui était quand même absent. Donc la ligne SNCF, je ne sais pas s'il savait où elle était. Mais à qui vous faites allusion? Je fais allusion à mon collègue d'en face. Parce qu'à un moment donné, les orientations politiques nationales, c'est une chose, mais au plan local, les électeurs du canton de Saint-Chély ont besoin de gens qui connaissent, qui côtoient dans la rue, qui connaissent leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin des gens qui sont parachutés. Alors quand on parle de la société ArcelorMittal, qu'elle serait étrangère, mais monsieur, je vais lui dire, vous aussi vous êtes un étranger pour le bassin de Saint-Chély. Est-ce que nous, on devrait réagir pareil en vous voyant? Non, je crois qu'il faut être pragmatique. Dans ce pays, il y a des choses à défendre, même s'il y a des décisions qui sont prises à la SNCF. Je crois que les gens, les citoyens, peuvent inverser la tendance. Mais tout ça, il faut que ce soit syndicalement et politiquement ancré. C'est-à-dire que si au ministère des Transports, il n'y avait pas eu Jean-Claude Guessot, pour ne pas le nommer, la ligne SNCF, je vous le dis, elle aurait été fermée déjà. Donc le comité pluraliste a fait quand même depuis 20 ans reculer la SNCF sur ce projet-là. Et je pense que nous devons, c'est notre devoir de politique et de citoyens, les appuyer pour que cette ligne ne soit pas fermée, parce que économiquement, pour le bassin de Saint-Chély, ça serait une catastrophe. Une catastrophe pour toutes les entreprises et pour tout le commerce. Là-dessus, ça ne me gêne absolument pas de manifester à côté ni de M. Théron, et ni de Pierre Lafont. Voilà. Monsieur Etienne, vous voulez réagir aux propos qui viennent de oui, tenus, ça m'amuse. On va dire une mise en cause. Oui, ça m'amuse, d'accord. La Lozère n'est pas un petit village gaulois entouré des légions romaines. Ça fait partie de la France. Les problèmes que connaît la France sont aussi les problèmes de la Lozère. On ne peut pas les dissocier. Ce qui se passe en France se passe aussi en Lozère. Pour ce qui est de cette ligne de chemin de fer, les décisions sont prises à Paris, bien sûr, elles nous concernent nous. À propos des étrangers, dites que nous sommes étrangers. Oui, Saint-Chély doit son développement à la guerre. C'est triste à le dire, c'est triste à dire, mais à la guerre. Et les gens qui sont venus pour, au moment de la guerre de 14, pour animer ce pôle industriel, venaient bien d'ailleurs. Mais d'où? D'Allemagne?
D'Italie? Non, ils venaient de France. Alors, traiter d'étrangers des Français, ça, c'est un peu loin, hein, c'est un peu lourd. Non, mais ils disent que vous êtes parachuté un peu. Oui, je suis parachuté. Et que la population locale ne vous connaît pas. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais je vais me faire connaître. Élisez-moi, et je serai connu. Monsieur Théron, cette ligne SNCF, donc en danger, pourtant il y a eu des assurances de la part de Monsieur Pépi en fin de semaine dernière disant que les petites lignes allaient être conservées. Vous avez un doute, vous avez un sentiment au contraire de sûreté quant au devenir de cette ligne, qui est indispensable? Bien sûr, elle est indispensable, mais il faut être très très prudent. Il faut surtout défendre le fret, hein, parce que ça dépend de l'usine d'Arcelor. Sans fret, on aura quelques petits problèmes. Donc c'est là-dessus. Sur le transport public, là, il faut modérer, peut-être il faut trouver un autre système, parce qu'un service public, s'il n'y a plus personne qui monte dans les trains, il faut se poser quelques questions. Mais au niveau du fret, je suis à 200% pour le maintien de cette ligne. Vous avez du retard, hein, monsieur Théron. C'est vrai que de moins en moins de gens prennent le train, c'est une réalité. Oui, aussi, puis maintenant ils ont mis... Il y a la concurrence de l'autoroute qui a quand même changé la donne. Exactement, puis ils ont mis des cars qui fonctionnent très bien, qui est peut-être plus adapté à notre époque et qui transportent les voyageurs sur Clermont-Ferrand en 1 heure, 1 heure et quart, alors que par le train c'est 3 heures et peut-être plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, le fret, il faut le défendre. Alors, vous avez toujours un petit peu de retard, oui. monsieur Théron. L'autoroute A75, c'est vraiment un poumon pour Albarré-Sainte-Marie, mais toute cette région du Nord. J'en ai bénéficié parce que... Et justement, est-ce qu'on peut en bénéficier encore? Oui, mais il y a 26 ans, je me suis battu pour avoir une bretelle complète. Parce qu'une autoroute, ça apporte des inconvénients, mais des avantages. Si c'est pour voir passer les voitures et ne pas pouvoir les arrêter, ça ne peut pas fonctionner très longtemps. C'est pour cette raison que je me suis battu, parce que même j'avais refusé de signer le premier protocole avec la DIR, étant donné que je n'avais qu'une demi-bretelle. Donc j'ai imposé une bretelle complète, ce qui a permis de créer l'aire de la Lozère, sinon l'aire de la Lozère n'aurait pas été là. Et ensuite, malheureusement, sur Saint-Chély, il y a eu un loupé. Quand vous voyez d'autres villes de la même strate, vous avez une bretelle complète au nord, une bretelle complète au sud, ce qui n'est pas le cas à Saint-Chély. Et c'est ce déficit qui pose problème aujourd'hui. Donc il faut à tout prix arranger cette bretelle du nord, en faire une bretelle complète. Au sud, elle aurait dû être branchée sur la Sensible dans sa totalité. Ça pose même des petits problèmes dans un village. J'espère qu'on trouvera la solution pour les citoyens de la Chaumette, parce qu'en fin de compte, les gens ne se retrouvent pas facilement pour descendre soit vers le sud, soit vers le nord. Il y a Saint-Flour qui se développe beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une menace, ça, pour Saint-Chély? C'est pas une menace. Il faut en prendre au niveau commercial, par exemple. Certainement. Bon, vous savez que l'entreprise d'un supermarché important va s'installer, je ne veux pas le citer, sur Saint-Flour. On aurait peut-être pu se défendre mieux au moment où l'implantation était envisagée. C'est-à-dire, ils sont venus me voir. Oui. Ils sont venus me voir. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à leur attente. Ah, d'accord. Quelle était leur demande? Et leur demande était assez importante. Et malheureusement, une petite collectivité comme la commune d'Albarré ne pouvait pas y répondre. Je me suis retourné vers le président de la communauté de commune, qui n'a pas su répondre à ses attentes. Donc c'est des demandes de terrain, de surface et peut-être d'infrastructures un peu plus complètes qui devaient être prises en charge par la collectivité. Et là, il va y avoir donc une évasion commerciale. Il y aura une évasion commerciale et certainement un préjudice plus important pour Saint-Chély par rapport à Saint-Flour. Monsieur Parent, il vous reste beaucoup de temps aussi. Donc toujours sur ce thème de l'autoroute, elle apporte bien sûr un plus, c'est incontournable. Tout à fait. Nous sommes toujours battus pour que Saint-Chély, c'était dans nos programmes depuis que l'autoroute a été en création, qu'il y ait un échangeur complet au nord de Saint-Chély. Alors je suis étonné des propos de M. Théron. Ça voudrait dire que si cette entreprise qui s'implante à Saint-Flour aurait pu s'implanter dans le nord Lozère, ça veut dire que nos élus ont été défaillants. Ou alors on n'a pas su, mais je ne comprends pas qu'on ne peut pas se mettre autour de la table alors que ces gens-là ont les mêmes orientations politiques. Avoir perdu une entreprise de cette importance avec le nombre d'emplois qu'il y a derrière, je dis bravo aux gestionnaires du département, encore une fois. On n'a pas joué collectif. C'est bien ce que j'ai compris. Oui. Mais vous n'arrivez pas à travailler ensemble, quoi, finalement. Il y a un problème en Haute-Lozère. Ça tient à quoi? Aux personnes, ça tient à quoi?
Une histoire. À une histoire, Les c'est-à-dire cantons. Les cantons. Les cantons. Les cantons. Et c'est pour cette raison qu'il faut à tout prix qu'on se marie tous ensemble le plus vite possible, sinon on arrivera à rien Donc faire. Monsieur Théron, vous me donnez raison quand je dis que la gestion du département Non, c'est pas a le eu un département. impact, C'est pas le a eu un département. impact économique et démographique. Non. C'est une entente entre les élus. Chacun avait l'habitude de travailler dans son petit coin. C'est fini. C'était valable il y a quelques années. C'est fini aujourd'hui. Ben, Et malheureusement, donc, Moi, je le vous passé dis, c'est passé. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire quelque C'est chose quand même pour l'avenir. déplorable quand on a les mêmes orientations, de ne Non. pas pouvoir se mettre autour de la table pour Ne parler. faisons pas de la politique politicienne. Sinon, Non, c'est là, nous M. sommes- Théron, là c'est de la réalité, c'est d'être objectif par rapport à ce qui s'est passé. Vous me faites penser à quelqu'un qui dit yaka, yaka, yaka. Mais écoutez, on verra quand on sera aux commandes, vous verrez que le Yaka va Et se vous l'êtes transformer. vous l'êtes au niveau national et on voit bien le résultat. Monsieur Lafont, alors vous n'arrivez pas à travailler avec d'autres personnes parce que ça n'a pas été tout à fait dit, mais enfin, c'est Mais Monsieur sous-jacent. Gilly, je c'est laisse sous-jacent. à chacun de mes concurrents la responsabilité de leurs propos. En ce qui me concerne, je suis un homme de rassemblement, chacun le sait, et je travaille avec tout le monde qui veut bien justement être actif pour l'intérêt de notre territoire. Sachez que sur le plan économique, le département investit, si je le reporte à l'habitant, 944 € par habitant, alors que la moyenne nationale est 407. Ça veut dire quelque chose. Au niveau de la solidarité, par exemple, tout ce qui touche les maisons de retraite ou autres, sachez que par exemple, nous avons versé 27 millions pour les maisons de retraite. Ça veut dire que pour les familles, ça économise 8 € par jour pour le reste à charge des familles, ça veut dire 240 € par mois. Ça c'est du concret. Et donc à partir de là, je trouve que je ne suis pas suspect quand je dis que je travaille dans l'intérêt du département. Quant à la dette, on me disait qu'elle était énorme. Non, elle est modérée la dette parce que en moins de 5 ans, nous pouvons la rembourser. Et quant à la fiscalité, elle est stable puisque, encore une fois, nous n'avons pas augmenté la taxe foncière, qui est le seul levier fiscal. La taxe foncière est une des plus basses de France, à 19,36%. Monsieur Théron a fait allusion quand même, je reviens à cette affaire d'activité commerciale, qui se fait à Saint-Flour et pas en Lozère. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté là? Mais moi, on n'est jamais venu me voir à ce sujet, donc parce On que vous a jamais rien demandé? Absolument, et la réserve foncière, jamais, parce qu'un maire qui ne travaille pas sur la réserve foncière est un maire qui a les pieds et poings liés, qui ne peut pas travailler. Et moi, justement, j'ai pu travailler sur la réserve foncière, et j'ai par exemple lauréaté 17 hectares qui m'attendent, j'ai 15 hectares le long de l'autoroute, donc j'avais ce qu'il fallait pour la réserve foncière, mais jamais personne n'est venu me voir. Alors, Monsieur Théron, Tout simplement, c'est le problème des intercommunalités où le canton déjà de Saint-Chély est divisé sur 2 intercommunalités, il y en a 5 autour, et le problème il est là. C'est la structure de base qu'on n'a pas mis en place il y a 7 ans. Malheureusement, il y a eu des loupés, et je le regrette. Et il faut vite le rattraper, et j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a encore des blocages, et j'espère qu'à travers cette élection, on va y arriver. En plus, Pierre Morel, qui, dans cette affaire, est le fer de lance de l'intercommunalité en Haute-Lozère, j'espère qu'il va pouvoir canaliser toutes les forces vives de ce département, et on va y arriver le plus rapidement possible. Il y a des réticences quand même. Il y a encore des réticences, et à travers cette élection, j'espère qu'on va y arriver. Est-ce que c'est pas justement le problème que vous soulevez? Non, mais Parce faut que arrêter Pierre de parler- Morel, il faut arrêter de parler de passé. j'ai l'impression qu'il c'est pas le rassembleur, quoi. Ah ben ça, c'est vous qui le dites, hein. Je le vois dans les faits, monsieur. Ah, je je le sais vois pas. dans les faits. Il est le député de la Lozère, il est, Oui, il est bien mieux sûr. à même pour défendre les intérêts de la Lozère, et D'ailleurs, je il pense était- qu'il les défend très bien. Monsieur Théron, il y était pas à la manif de la ligne SNCF. Non, il était à une autre réunion qui était peut-être plus importante encore que l'orail. D'accord. Moi, je voudrais parler quand même de l'aspect de la téléphonie et le très haut débit en Lozère. Bon, j'ai laissé mes portables dehors, bien entendu, mais vous savez qu'en Lozère, quand vous voulez être joint en téléphonie mobile, vous êtes obligé d'avoir 3 opérateurs. Que moi, je fais la route Saint-Chély-Mende, puisque je suis travaillé ici depuis 6 ans. J'ai la Poste Mobile, Bouygues et France Télécom. Et encore, il y a des trous, il y a des zones blanches tout le long de la route pour monter à Saint-Chély. Et là, je me dis, quand je suis dans la rue Théophile Roussel à Saint-Chély, qu'il y a un magasin de téléphonie, que le vendeur de téléphonie est obligé de sortir, de se déplacer de 100 mètres dans la rue ou 50 mètres pour avoir le réseau, je trouve que quand même là, c'est pas dans 5 ans qu'il nous faut le très haut débit ou la téléphonie, c'est maintenant, parce que les entreprises n'en vont pas attendre 5 ans. Hein. Pour nous, c'est vital et c'est d'une urgence. Donc l'investissement, il faut qu'il y soit et pas ce qu'il est aujourd'hui. Et sur le fait que le département ne serait pas assez dynamique sur l'investissement économique, je rejoins M. Théron, il a raison.
il aurait fallu, quand on rentre dans une crise, ben, prendre le chemin. On va attendre que ça passe parce qu'on ne sait jamais si ça nous tombe dessus. Je crois qu'il aurait fallu sérieusement dire on investit en économie dans les 5 ans tant de millions d'euros, ben, on prend le pari parce que c'est la crise de l'investir en 2 ans et demi. Et après, on verra au niveau des entreprises si on leur a laissé assez de temps pour s'en sortir. Parce que quand je vois le tissu économique du BTP, 2015 sera l'année la plus catastrophique en BTP de la Lozère. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire de la Fédération du bâtiment, le président de la CCI. Et le président de la CCI, je crois qu'il vote pas à gauche. Mais les infos sont convergentes. Donc à un moment donné, il faut que les élus se posent aussi des questions. Les entreprises ont besoin de nous et de l'investissement. Je sais qu'il y a des dotations en baisse de l'État, mais est-ce que là, à ce moment-là, la stratégie ne pouvait pas être plus offensive que ce qu'elle est? Voilà, c'est la question. Monsieur Etienne, il vous reste pas mal de temps. Vous avez du retard. Vous avez du retard. J'ai du retard. Il faut le rattraper. Allez-y. Vous avez une question à me poser sur ce thème, ou alors on peut passer à un autre thème sur le tourisme? Non, le troisième axe dont j'aurais aimé pouvoir parler, c'était la fiscalité. Nous sommes 70 000 habitants en Lozère. La fiscalité départementale. Au niveau départemental, il y a 2 aspects souvent qui se mélangent un peu. Il y a le niveau cantonal et il y a le niveau départemental. Nous sommes candidats à être élus départementaux, pas cantonaux, sur un canton bien déterminé. On va défendre bec et ongle notre canton, mais il faut surtout défendre le département. Donc la Lozère, comme la Corse, c'est marrant, 2 départements particuliers, investissent beaucoup. Mais ça se traduit, la charge pour ces investissements se reporte seulement sur 70 000 habitants. Ce qui fait qu'elle est très élevée par tête d'habitant. Mais vous savez que le département n'intervient plus que sur le foncier non bâti d'ailleurs. Il a la marge au niveau des taux sur les autres taux, le département. Vous êtes bien informé, nous on n'en sait rien encore, le département. Mais vous n'êtes pas conseiller général encore, mais quand vous le serez, vous verrez que la marge de manœuvre du département en matière de fiscalité est très très réduite. Enfin, je crois que M. Lafont oui, mais les impôts locaux sont quand même très élevés. Je note ici une hausse de 53%, par exemple à Saint-Gély, 53%. Et sur quoi Sur ça, ne parle pas impôts locaux. monsieur. Mais vous plaisantez là. Sur quoi 53%? Les impôts locaux auraient augmenté sur le canton de Saint-Gély de 53% sur 10 ans. C'est quand même énorme. Monsieur Lafont, vous voulez aller quelques secondes parce que votre temps. Oui, mais les garder pour conclure. Non, mais vous avez 1 minute pour conclure. Vous aurez 1 minute supplémentaire sur cette augmentation d'impôts. Donc, il faut, puisque la fiscalité s'exerce sur une population extrêmement réduite, il convient donc de l'alléger au maximum. La Lozère, par rapport à la Corse, n'est pas une île, donc elle est perméable. Ça rentre, ça sort. C'est l'histoire de la 75. La 75, c'est comme la langue des autres. C'est bien parce que ça permet d'arriver, mais ça permet aussi de sortir. Beaucoup de gens du département, du nord du département, délaissent le centre du département, voire même le sud, les Cévennes, au profit du nord. Ils se retournent vers Saint-Flour et vers Clermont-Ferrand. Mais les Cévenols, ils vont sur Alès aussi. Les Cévenols, ils vont sur Alès ou sur Nîmes. Puis vous connaissez bien les Cévennes. C'est ce qui se passe. Voilà, donc ça, il y a une réalité. La Corse, elle garde sa population. Elle est entourée de mer. Nous, on n'a pas entouré de mer. Il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. Donc il y a une fuite. On ne peut pas mettre des frontières pour la Lozère. Il y a une fuite. Et ça, c'est très grave pour nous. D'où l'intérêt, comme nous l'avons dit en préambule, développer les communications intérieures. Deuxièmement, il y a l'emploi. Bon, bien sûr, c'est la préoccupation majeure des Français, bien avant toutes les autres. Et troisièmement, la fiscalité. D'accord. Alors, M. Lafont, 53% de mais non, mais je ne sais pas chaud. comment monsieur ose dire cela, parce que vous comprenez bien, la fiscalité, de toute façon, elle est communale ou intercommunale, donc elle n'est pas cantonale. Et donc, dans le canton, il y a 6 communes de Saint-Chély. Non, et la fiscalité de Saint-Chély, mais je vais vite fermer la parenthèse parce qu'il s'agit d'une histoire communale, elle est stable. Et je me suis engagé lors de ma campagne municipale à ce que les impôts ne augmentent pas de tout le mandat. Donc la fiscalité est stable. Monsieur Parent, sur cette fiscalité Par les gens contribuables. Non, j'en rajouterai pas après Pierre Lafont. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas raison sur le point de la fiscalité.
Voilà. Mais quand on ne connaît pas les dossiers, il vaut mieux se taire des fois. Par contre, moi, ce que je voudrais aborder, c'est quand même le tourisme en Lozère, parce que c'est une partie de l'économie lozérienne qui est quand même très importante. Voilà. Et j'estime qu'en Lozère, on ne fait pas assez sur ce point de vue. D'ailleurs, je tiens à le dire, puisque je l'ai mis dans le programme, la première préoccupation quand on s'occupe d'un département, et notamment du CDT, du Comité départemental du tourisme, c'est de mettre à la tête quelqu'un qui est un professionnel du tourisme. Parce qu'on a besoin de gens qui sont du tourisme pour traiter la question du tourisme avec des compétences de tourisme. Voilà. Il n'est pas concevable qu'un directeur de cabinet ou un chef de cabinet du président se trouve parachuté sur une fonction comme ça. Alors, je n'ai rien contre la personne, c'est le fait d'envoyer quelqu'un et qui, à mon avis, faudrait quand même quelqu'un qui ait des compétences en tourisme. Parce que les professionnels du tourisme dans le département, quand même, ils attendent beaucoup de la politique départementale sur ce point de vue-là. Et quand vous questionnez, j'ai fait le questionnaire à des jeunes cette semaine, des jeunes qui sont en études à Mende. Vous leur demandez, est-ce que vous avez eu des facilités pour trouver un logement étudiant? Déjà, on vous répond que non. 40 mètres carrés à Mende, 460 €. Le même prix qu'à Strasbourg, le même prix qu'à Clermont-Ferrand. Je crois qu'il faut quand même parler de tourisme, d'intégration des jeunes qui viennent dans ce département et de la facilité du logement et, en ce qui concerne le tourisme, du potentiel de recevoir les gens de l'extérieur dans des conditions de 2015. C'est-à-dire mettre peut-être en place une stratégie pour que les professionnels du tourisme puissent rénover leur établissement et offrir une qualité aux arrivants. Et quand on veut faire à Mende, par exemple, une manifestation nationale, je plains les organisateurs pour trouver des logements et des chambres d'hôtel. Voilà. Monsieur Théron, il vous reste schématiquement une minute, un peu plus. Oui, peut-être on va passer à d'autres sujets parce qu'on a complètement oublié la vie associative et je tiens à mettre en place un pacte de cadre, c'est-à-dire sur 6 ans, au moins que toutes les associations sachent pendant 6 ans la somme qui peut être allouée par le département pour pouvoir faire des budgets convenables. Il y a aussi la solidarité, donc il y a le socio-sanitaire et social qui est très important sur le canton de Saint-Chély, qu'il va falloir le préserver parce que je pense que l'avenir n'est pas très très rose pour eux parce que par rapport aux restrictions, il y a aussi l'aménagement des territoires qui passe par différentes étapes mais qui rejoint un peu malheureusement le développement économique. Et il y a surtout le tourisme, comme disait M. Parent, où il va falloir faire attention à l'environnement de ce département qui a quand même un cadre privilégié. Et c'est à travers ce cadre privilégié qu'on peut faire un tourisme vert et un tourisme de qualité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça c'est surtout pour les communes rurales autour de Saint-Chély qui a quand même une vocation industrielle et artisanale. Et tout à l'heure, je reviens un peu sur le bâtiment, parce que je crois, et là je partage l'avis de M. Parent, il va y avoir des années difficiles par les baisses de dotations, que ce soit de l'État par rapport aux communes, les dotations du département au niveau des communautés et des communes aussi, qui est assez importante par ce contrat territorial de 3 ans. On voit qu'il y a 25 millions à peu près d'euros d'habitude à distribuer, qu'il y en aura beaucoup moins aujourd'hui. Monsieur Étienne, il vous reste une minute. Il vous reste une minute. Pendant 15 ans, le tourisme dans le sud, dans le Cévennes, le tourisme c'est très bien, mais c'est saisonnier. Si on ne complète pas le tourisme par de l'artisanat, ça ne va pas marcher. C'est de gros investissements qui fonctionnent qu'une partie de l'année et ils ont besoin, les gens qui investissent là-dedans ont besoin de quelque chose de complémentaire, notamment dans l'artisanat. Donc de nouveau la PME. Et puis le tourisme, quand il marche, comme par exemple le Lion d'Or, on ne va pas leur construire un mur juste sous leur fenêtre. C'est le mur de Berlin, c'est le mur de la honte, c'est le mur des cons, quoi. Parfait. Quelques secondes encore, monsieur Étienne. Et après, on passe à la conclusion. Et on arrivera à la conclusion. Alors, ce mur, vous faites allusion à il faut le démolir, alors, d'après vous. Et il fallait d'abord ne pas le construire avant de le démolir. C'est quand même regrettable qu'un hôtel de prestige se voit infliger ce pensum
qui va nuire à sa réputation, à son développement. Donc là, il y a un manque de coordination. Quand on parle de tourisme, il faut être quand même très prudent. On est là, le tourisme, oui, c'est pas la panacée. Parfait, nous arrivons déjà au terme de cette rencontre, donc vous disposez chacun schématiquement d'1 minute pour conclure. Tout d'abord, Monsieur Théron, puisque c'est l'heure du tirage au sort. Monsieur Théron. Merci. Alors, je suis passionné par l'action publique et je veux mettre tout mon engagement et mon expérience d'élu au service de ce canton et de ses concitoyens. Je pense avoir un vrai projet innovant pour redonner à ce territoire l'attractivité économique et pour relancer le commerce de proximité, l'artisanat et surtout le bâtiment. Et je veux réconcilier les citoyens, les forces vives et les représentants publics de ce pays. Monsieur Étienne, votre conclusion? J'en reviens toujours à mon dada. La Lozère n'est pas isolée, la Lozère fait partie de la France, et elle va subir les contre-coups d'une politique très néfaste depuis 40 ans. Il convient donc de mettre le haut là, en introduisant une idée nouvelle dans la politique française. Cette idée nouvelle, jusqu'à présent, on a toujours travaillé sur des vieux schémas. Cet espoir, il est porté par le Front National, qui remet tout en cause, tout en question. Et c'est pour cela que j'ai laissé ma quiétude, j'ai laissé ma bibliothèque, j'ai laissé ma musique pour venir m'engager dans ce combat, parce que ce sont mes convictions intimes. Monsieur Parent, quelle est votre conclusion? Moi, je dirais que devant l'importance de l'enjeu, moi, je demande aux électeurs de ce département de faire confiance aux élus la Lozère-Gitier, qui se battront pour maintenir les compétences générales du département. C'est le moment d'élire des personnes qui feront de ce département un territoire attractif avec une vision jeune de notre avenir. Nous aurons besoin d'une équipe soudée, rassemblée, voulant travailler avec les élus de son secteur. C'est primordial d'avoir, comme on l'a dit dans le débat, d'avoir une communication, une discussion, un débat avec les élus de son secteur, justement pour ne pas voir des projets partir de notre département. 50 ans de gestion clientéliste de la Lozère, je crois que ça suffit. Libérons ce département, accompagnons toutes les initiatives, acceptons les nouveaux arrivants, donnons-leur la chance de leurs projets. La guerre des chefs dans ce département, je le dis et je le redis, a eu des conséquences désastreuses sur l'économie et sur la démographie. Nous souhaitons maintenant passer à une gestion démocratique, solidaire, écologique de ce département. Osons débattre avec notre population de grands dossiers. Et pour ceux qui ne parlent que de bilan, qui n'ont pas de projet pour les 6 ans à venir, ceux-là, je le dis, ils sont déjà dans le passé. Et je finirai par une citation, parce que je sais que Pierre Lafont aime ça, et il reconnaîtra aisément qui en est l'auteur. Un chrétien qui n'est pas révolutionnaire n'est pas chrétien. Merci. Citation maintenant et conclusion de Monsieur Lafont. Vous avez 1 minute. Oui, alors moi, j'ai une pensée d'abord pour nos chers auditeurs que je remercie de nous avoir écoutés. Je voudrais dire que ce département va bien. Nous l'avons conduit, j'estime, avec courage et avec vision. Nous nous sommes mobilisés, nous nous sommes rassemblés et nous avons agi dans l'intérêt de tous. Parce que nous avons le courage de dire, mais nous avons également le courage de faire. Et ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Alors moi j'ai mis ma candidature et la candidature de notre liste avec Madame Bourgeois, Cédric Arnal et Cathy Messonnier sous le signe du rassemblement, en disant que ce qui nous rassemble sera notre force et ce qui nous différencie doit être notre richesse. Et Christian Parent le sait bien. Alors ce territoire, c'est un territoire que je considère comme un territoire d'avenir. C'est la raison pour laquelle je demande à nos chers auditeurs de voter pour la liste Mon Canton, Mon Action. C'est une équipe énergique, passionnée, expérimentée, qui agit en toute transparence et qui agit avec ardeur et efficacité dans la transparence au service de l'intérêt général, au service donc de nos concitoyens, de nos compatriotes, pour leur apporter un peu de mieux vivre et de mieux être. Et de toute façon, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous comme nous savons pouvoir compter sur eux. Cette rencontre était animée par 2 journalistes, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-François Clavel a signé la mise en onde, la réalisation technique, et Monsieur Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, a assuré la mise en image de ce débat qui sera présenté sur le site de la Lozère Nouvelle, site numérique 48 Info. Avant de partir, messieurs, on peut dire pas d'abstention.
Ah, tout à fait, pas d'abstention. Ça, c'est l'importance du scrutin. Et vous êtes d'accord tous les quatre donc, sur cette expression, pas d'abstention. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci.